Pourquoi l'Europe, malgré sa puissance, semble-t-elle impuissante face à la stratégie russe? Depuis la dernière grande crise en Ukraine, un malaise s'est installé. Les citoyens, les clubs locaux, les administrations, tout le monde semble dépassé, comme si plus personne ne parvenait à agir pour son propre avenir. On a vu des voisins, des associations, des services publics incapables de répondre, pris dans des engrenages qui leur échappent. Pendant ce temps, la Russie, malgré la pression internationale et les sanctions économiques, n'a jamais vraiment perdu sa puissance. Elle continue de tirer profit de ses réseaux, de ses ressources et d'imposer sa volonté, pendant qu'en Europe, l'unité politique et la capacité d'action vacillent. Ce n'est pas seulement une question de dirigeants, ce sont aussi des mécanismes invisibles, des intérêts économiques, des jeux d'influence médiatique qui ont renforcé la division. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Europe, qui semblait si forte, paraît aujourd'hui impuissante, risquant de perdre son influence, sa sécurité et même les piliers de son modèle social? Pour comprendre cette impasse, il faut remonter aux choix, aux crises et aux forces souterraines qui ont façonné cette situation explosive. Tout a commencé bien avant l'Ukraine, dans les défaillances successives des institutions européennes et russes. On a tendance à résumer la crise actuelle à quelques visages ou à des décisions récentes, mais la réalité est bien plus profonde. C'est la somme d'années d'inertie, de calculs politiques et d'occasions manquées qui a mené à cette impasse. Regardons d'abord le rôle des ministères, des clubs politiques, des services publics partout en Europe. À chaque crise, la réaction était souvent désordonnée, fragmentée. On l'a vu lors des grandes négociations, où certains pays cherchaient à protéger leurs propres intérêts, au lieu de parler d'une seule voix. Cette cacophonie a envoyé un signal de faiblesse, non seulement à Moscou, mais aussi à Pékin, qui a rapidement compris que l'Europe peinait à s'affirmer sur la scène internationale. Du côté russe, la stratégie a été bien différente. La Russie, sous des airs parfois brouillons, a consolidé son pouvoir à coups de dates anniversaires célébrées avec faste et de gestes économiques ciblés. Moscou a su utiliser chaque occasion pour rassurer ses proches et montrer sa force, en particulier lors de moments symboliques. Pendant ce temps, l'Europe se perdait dans des débats internes, incapable de répondre efficacement aux signaux d'alerte. On a sous-estimé à quel point la Russie préparait méthodiquement sa montée en puissance, pendant que l'Europe, elle, hésitait, tergiversait et laissait le temps jouer contre elle. Les sanctions occidentales, censées affaiblir le régime russe, ont eu des effets contradictoires. Dans les faits, elles ont parfois renforcé le sentiment d'encerclement, soudant la population autour de ses dirigeants et accélérant certaines mutations économiques internes. Pour le citoyen européen, cela s'est traduit par une inflation galopante, des difficultés d'approvisionnement et le sentiment de subir, sans rien contrôler, la montée d'une nouvelle guerre froide. Mais le vrai risque, c'est d'oublier le passé. Car ignorer les erreurs et les engrenages de ces dernières décennies, c'est s'exposer à les répéter et voir nos vulnérabilités s'aggraver. Mais derrière ces faits, c'est la mécanique des rapports de force et de la désinformation qui explique la paralysie actuelle. Pourquoi, malgré les sanctions, les discours fermes et les multiples sommets, rien ne semble bouger? La réponse est complexe, mais elle révèle surtout une série de blocages profonds qui rendent toute sortie de crise presque impossible. D'abord, du côté européen, les experts et même une partie des médias peinent à saisir la véritable ampleur de la stratégie russe. Depuis le début du conflit, beaucoup sous-estiment la capacité de Moscou à contourner les pressions internationales. Pourtant, la Russie s'est montrée remarquablement habile à exploiter chaque faille. Division politique, intérêts économiques divergents, hésitation diplomatique. Quand certains pays européens appellent à la fermeté, d'autres temporisent, redoutant pour leur industrie ou leur approvisionnement énergétique. Résultat, des mesures collectives réduites à des compromis, souvent mal négociés, qui perdent en efficacité. La Russie, elle, avance sur ce terrain miné avec une stratégie claire, jouer sur la division européenne. Les initiatives isolées, comme les accords bilatéraux énergétiques conclus avec la Hongrie ou l'Allemagne avant la crise, ont affaibli l'unité de l'Union. Chacun tente de préserver son économie, quitte à rompre la solidarité. Il en résulte un front commun constamment fissuré, dont Moscou profite pour avancer ses pions. À cela s'ajoute le choc économique.
La crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine a révélé la dépendance profonde de l'Europe au gaz et au pétrole russe. Les prix explosent, le pouvoir d'achat s'effondre dans de nombreux pays, et la colère gronde. Ce contexte fragilise encore plus la cohésion européenne, chacun cherchant des solutions nationales rapides, parfois au détriment de l'intérêt collectif. Et puis, il y a la guerre de l'information. Parmi la confusion politique, la désinformation s'est imposée comme une arme puissante. Sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles divisent, sèment le doute et érodent la confiance des citoyens dans leurs institutions. Ce climat de confusion profite aux logiques autoritaires, qui n'attendent que cela pour s'imposer. Si ces blocages persistent, l'Europe risque de s'enfoncer durablement dans l'instabilité politique, l'appauvrissement économique et l'érosion des libertés. Mais alors, à quoi ressemblera l'avenir si rien ne change? La suite, tout de suite. À quoi pourrait ressembler l'Europe dans 5 ou 10 ans si la crise actuelle persistait, sans véritable inflexion? Imaginez un continent où les tensions s'installent dans la durée, alimenté par une Russie qui ajuste constamment sa stratégie, misant sur l'usure et profitant de chaque faille, chaque désaccord entre les États européens. On le constate déjà. L'investissement étranger se fait plus frileux, des projets d'infrastructures majeurs stagnent ou sont remis en question, et certains secteurs industriels commencent à décliner. L'Allemagne, par exemple, a vu sa position de force ébranlée, tandis que les partenaires plus fragiles peinent à compenser la perte de confiance. Mais ce n'est pas qu'une question d'économie. La lassitude s'installe aussi dans les esprits. Les populations, frappées par l'inflation, l'incertitude énergétique et la menace d'une escalade militaire, perdent confiance dans la capacité de leurs dirigeants à protéger leurs intérêts. Les discours politiques deviennent plus anxiogènes, parfois plus autoritaires, au nom de la sécurité. On voit déjà des fermetures de médias, des restrictions de liberté publique et la montée de leaders populistes qui proposent des solutions radicales, sans offrir de véritables issues. L'Europe, divisée, devient vulnérable. Face à une Russie déterminée, elle se retrouve souvent spectatrice, incapable de peser réellement sur le cours des événements. Dans ce contexte, certains appellent à forger de nouvelles alliances, à repenser les institutions européennes, voire à inventer des formes inédites de coopération pour sortir de l'impasse. Car au bout du compte, c'est l'avenir même de la démocratie, de la prospérité et de la paix sur le continent qui est aujourd'hui en jeu. Mais tout n'est pas perdu. Il existe des pistes pour reprendre l'initiative. Et si la solution passait par une prise de conscience collective et des actions ciblées? Depuis des années, on assiste à une montée de la désinformation, à la manipulation des débats publics et à l'érosion d'une confiance déjà fragile envers les institutions. Mais le constat ne doit pas nous paralyser, c'est justement là que résident nos leviers d'action. D'abord, l'éducation aux médias devient essentielle. Face à la prolifération d'informations tronquées, voire de fausses nouvelles, chacun doit apprendre à décrypter, à confronter les sources et à développer un esprit critique. Les exemples récents, ou même de grands médias américains comme le Washington Post, se sont interrogés sur les actions à mener, montrent à quel point la vigilance collective est nécessaire. À l'école, mais aussi dans la sphère privée, il faut s'entraîner à démêler le vrai du faux, pour ne pas devenir la cible facile de propagande, qu'elle vienne de Russie, des États-Unis ou d'ailleurs. Ensuite, il est temps d'encourager l'innovation politique. Trop souvent, les dialogues entre citoyens et décideurs ressemblent à des monologues parallèles. Pourtant, l'histoire récente prouve que les solutions imposées d'en haut rencontrent des limites, comme on l'a vu avec la gestion de certaines crises en Europe ou encore en Russie. Renouveler nos pratiques démocratiques, ouvrir des espaces de discussion constructive et de participation réelle, c'est redonner du sens au débat public et responsabiliser chaque acteur, qu'il soit politique ou citoyen. Troisième levier, la résilience économique. Beaucoup de pays européens ont souffert de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, d'incertitudes sur les énergies ou d'une dépendance accrue à certains partenaires. Mobiliser les ressources locales, investir dans l'innovation et renforcer la coopération intra-européenne permettrait de limiter les chocs à venir et de mieux défendre nos intérêts. Enfin,
Il s'agit de redéfinir nos alliances et d'assumer une souveraineté renouvelée, adaptée aux défis d'aujourd'hui. Cyberattaques, guerres hybrides, manipulations économiques. C'est à chacun, à son échelle, de défendre la démocratie, la liberté et le débat ouvert. Car ne rien faire, c'est laisser le champ libre à la manipulation, au recul des libertés et à la montée des logiques autoritaires. Alors, comment transformer cette crise en opportunité? À vous maintenant de sortir de la sidération et de reprendre part au débat. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'avenir n'est pas écrit à l'avance. Il dépend de notre engagement collectif, de notre capacité à questionner ce qui nous est présenté, à résister aux simplifications et à déconstruire les discours de peur. Les logiques autoritaires, la désinformation et la montée des tensions ne sont pas que des mots abstraits. Ce sont des dynamiques qui impactent notre quotidien, notre sécurité, notre pouvoir d'achat, notre liberté. Derrière chaque crise, il y a des engrenages invisibles, des choix économiques, des récits médiatiques, des mouvements sociaux qui nous ont conduits à ce point de rupture. Ce n'est donc pas le moment de se résigner ou de désigner un coupable unique, mais d'agir avec lucidité, en citoyen responsable et informé. Merci d'avoir suivi cette réflexion. À chacun de reprendre la main pour éviter que le scénario du pire ne s'impose comme une fatalité.